Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce salon philo un peu particulier, puisque nous sommes sortis des murs de la Sorbonne pour rejoindre ceux du nouveau campus Port-Royal dans cette très belle et grande bibliothèque de droit, la bibliothèque Jean-Claude Colliard, baptisée ainsi en l'honneur du juriste et ancien président de l'université, décédé en 2014. Je tiens d'ores et déjà à remercier toute l'équipe de la bibliothèque Colliard et son responsable Pierre Mallier d'avoir accepté de nous accueillir dans cette nouvelle bibliothèque. Nous allons parler ce soir de cosmopolitisme et vous avez pu entendre une très belle introduction à ce sujet grâce à la talentueuse flûtiste Claire Turkovitch qui nous a magnifiquement interprété 2 morceaux de son répertoire. Le premier était la fantaisie numéro 3 du célèbre compositeur allemand Georg Philipp Telemann, grand musicien voyageur, dont les pièces instrumentales dénotent très souvent des influences venues de France, d'Italie ou de Pologne. Le deuxième morceau que vous avez pu entendre est un très beau chant traditionnel soudanais qui a été repris récemment par les Soudanais lors de leur manifestation pacifique contre le pouvoir en place. Je vous demande d'applaudir une nouvelle fois Claire Turkovitch. Après cette très belle introduction musicale, j'ai le très grand plaisir de laisser la parole à Jean-François Kervégan, professeur émérite à l'université Panthéon-Sorbonne
et grand spécialiste de philosophie du droit. Merci beaucoup, Jean-François Kervégan, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très honorés de vous recevoir et vous allez nous parler de l'actualité du cosmopolitisme kantien. Vous pourrez poser vos questions à Jean-François Kervégan après cette séance qui sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes tous conviés pour prolonger cette soirée. Jean-François Kervégan, je vous en prie. Merci beaucoup. Vous avez entendu le plus beau. On va néanmoins s'efforcer de poursuivre. Donc, lorsqu'il m'a été proposé de participer à cette petite cérémonie, j'ai essayé de réfléchir à un thème qui serait à la fois dans mes compétences et qui est aussi, disons, qui puisse avoir certains échos actuels. Et m'est venue à l'esprit l'idée de parler de la question du cosmopolitisme chez Kant et de son éventuelle actualité. J'espère parvenir à faire ressortir certains aspects de cette pensée qui comporte, malgré la distance chronologique qui nous sépare de Kant, fin du XVIIIe siècle, une certaine actualité de sa pensée. Que faut-il entendre par cosmopolitisme, et plus précisément, puisque c'est l'expression que Kant utilise et qu'il a, à ma connaissance, inventée, par droit cosmopolitique. Donc c'est Kant qui est l'inventeur de cette notion, même s'il reconnaît lui-même avoir été précédé dans cette voie par différents penseurs des Lumières, et en particulier par Jean-Jacques Rousseau. Le droit cosmopolitique, enfin le motif du droit cosmopolitique, apparaît expressément dans l'écrit à propos de la paix perpétuelle, qu'on traduit parfois aussi par vers la paix perpétuelle, qui est un texte de 1795 qui a eu un écho énorme, puisque c'est un texte où Kant développe le projet d'une société des nations. Ce motif se retrouve ensuite dans la doctrine du droit, un des derniers textes publiés par Kant en 1797. Et dans la doctrine du droit, enfin, ce texte comporte une architecture particulière, puisque, là, si on s'adresse aux juristes, il comporte deux premières parties qui n'étonneront personne. La première concerne le droit privé, la deuxième le droit public. Mais il ajoute une troisième partie qu'il intitule « Droit cosmopolitique ». Et là, le juriste de la fin du XVIIIe siècle, mais peut-être aussi de maintenant, dit « Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est encore dans le droit? Ou bien est-ce qu'on est dans la politique, dans la morale ?» Enfin, bon. Mais cette idée était déjà présente dans d'autres écrits antérieurs de Kant, donc on voit que c'est quelque chose qui le travaille, si l'on peut dire. Par exemple, cette idée, enfin, cette expression apparaît déjà dans le titre d'un écrit de 1784, très connu parce qu'il concerne la philosophie de l'histoire. Ce texte s'intitule « Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique ». Examiner l'histoire d'un point de vue cosmopolitique, qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait encore rien. Mais il se trouve que ce motif, et c'est ce que je vais développer par la suite, ce motif chez Kant lui-même n'a pas une signification, le motif cosmopolitique, je veux dire, n'a pas une signification univoque. Et surtout, il n'a peut-être pas dans ses écrits la portée qu'on a tendance rétrospectivement à lui conférer. Jusqu'au bout, Kant, en effet, semble avoir hésité entre deux conceptions de la cosmopolis, de la cité-monde ou de la cité mondiale, que je qualifierais respectivement de large et d'étroite, ou d'inflationniste et de déflationniste. Selon la première, la conception large ou inflationniste, qui est développée dans certains textes par Kant, le but moral que l'humanité doit se prescrire est l'instauration de ce qu'il appelle un état des peuples,
Völkerstaat en allemand, ou bien encore d'une république mondiale, Weltrepublik, ou encore d'un État universel des hommes. On retrouve ces trois expressions dans ces textes. En effet, un tel État mondial serait l'unique moyen pensable permettant de proscrire définitivement la guerre. Et cette proscription est absolument souhaitable. Ça, c'est la conception large ou extensive. L'État mondial comme solution au problème de la guerre. Selon la seconde conception, plus étroite, ou déflationniste, comme j'ai dit, le droit cosmopolitique concerne, et c'est cette conception qu'on trouve développée en particulier dans le texte sur la paix perpétuelle, ce texte concerne la relation entre citoyens et étrangers au sein d'une communauté donnée. S'il est vrai que, je cite Kant, l'hospitalité signifie le droit qu'a tout étranger de ne pas être traité en ennemi dans le pays où il arrive. Fin de citation. On comprend que le propos peut avoir certains aspects qui nous disent quelque chose. Kant insiste à ce propos sur le fait, il met en garde sur le fait que quand il écrit cela, il n'est pas question, dit-il, de philanthropie, mais de droit. Ce n'est pas par philanthropie ou par amour de l'humanité d'autrui que on doit traiter d'une certaine manière celui qui arrive sur un territoire étranger, mais pour des raisons proprement juridiques. Donc deux conceptions, une très large, l'idée d'une république universelle comme solution des problèmes de l'humanité qui se résolvent généralement par ce moyen désastreux pour Kant, un peu pour tout le monde je crois quand même, qui est la guerre, et de l'autre côté, apparemment quelque chose de différent, et en tout cas de beaucoup plus limité, qui concerne le statut des étrangers. Quel rapport entre les deux? En réalité, il y a moins, de la part de Kant, je crois, une hésitation, mais une tension factuellement insoluble entre, d'un côté, une perspective strictement normative, la paix entre les hommes est une exigence inconditionnelle de la raison. Et Kant ajoute que la raison énonce à ce propos, je le cite, un veto irrésistible, il ne doit pas y avoir de guerre. Et la paix perpétuelle, ajoute-t-il, dans cette première perspective, est, je le cite, le souverain bien politique. De l'autre côté, Kant est très attentif aux formes concrètes qui peuvent permettre de se diriger, sans jamais avoir la certitude d'y parvenir, vers ce but ultime qui serait un état de paix généralisé. Je souligne d'emblée que ces deux conceptions, la conception, disons, maximale et la conception minimale, un minimum qui va quand même bien au-delà de l'état du monde au moment où Kant, en 1795, écrivait ces lignes, puisque à ce moment-là, les monarchies européennes coalisées étaient en guerre contre la France révolutionnaire, et on peut dire que l'Europe entière était en guerre à ce moment-là. Et puis ça va se continuer dans la période napoléonienne. Kant écrit à propos de la paix, et c'est évidemment pas un hasard, à une époque où l'Europe est déchirée par des guerres, et des guerres sur lesquelles son jugement est extrêmement sévère. Ces deux conceptions, la conception large et la conception étroite, ont néanmoins ceci de commun qu'elles sont de nature strictement juridique. Je cite Kant, c'est un extrait de la doctrine du droit. Cette idée rationnelle d'une complète communauté pacifique, sinon encore amicale, de tous les peuples de la Terre, n'est pas quelque principe philanthropique, éthique, mais c'est un principe juridique. Autrement dit, on n'a pas besoin de supposer que les hommes s'aiment ou s'adorent pour établir des règles qui président à leur coexistence pacifique. En tant que telle,
la perspective cosmopolitique ne prescrit donc pas d'obligation morale aux individus, elle ne nous demande pas, elle ne nous prescrit pas d'aimer les autres, elle se borne à définir les conditions extérieures qui rendent possible entre les individus, mais aussi entre les peuples, certains rapports formalisés. Donc, le droit cosmopolitique, quelle que soit son acception, large ou étroite, est d'abord du droit, et ça, Kant y tient beaucoup. Je vais maintenant reprendre les choses de plus près. Je vais d'abord parler de la perspective large, ou comme j'ai dit, inflationniste, et qui elle-même, on va le voir, comporte deux variantes, et ensuite de l'autre perspective, plus limitée, concernant les étrangers, etc., et essayer d'en tirer quelques conclusions de la différence et en même temps de ce qui rapproche ces deux perspectives. Donc, en son sens le plus large, la perspective cosmopolitique telle que l'a définie Kant est la reprise et l'élargissement d'un projet que je qualifierais d'euro-confédéral, projet qui avait été formulé pour la première fois par quelqu'un qu'on considérait comme un doux illuminé, l'abbé de Saint-Pierre, qui, vers le milieu du XVIIIe siècle, avait, comme ça, écrit des textes où il disait, ben voilà, on peut convaincre les États de se mettre, en gros, pardonnez-moi de m'exprimer familièrement, de se mettre d'accord avant de se taper sur la figure. Et donc on doit pouvoir, et l'abbé de Saint-Pierre, parvenir à la paix perpétuelle. C'est un projet qui a été... Alors, bon, tout le monde le prenait, ce brave abbé, pour un doux illuminé, pas méchant du tout, mais complètement dans les nuages. Mais ce projet a été repris par Rousseau, qui édite les écrits de l'abbé de Saint-Pierre en y ajoutant, bon finalement ça n'est pas paru, mais il avait l'intention d'éditer les œuvres de l'abbé de Saint-Pierre en y ajoutant ses propres commentaires qui sont extrêmement intéressants. On trouve au tome 3 des œuvres complètes de Rousseau dans la Pléiade. Ce projet, c'est donc ce projet à l'origine duquel se trouve l'abbé de Saint-Pierre et que Rousseau reprend et que Kant va reprendre, grand admirateur de Rousseau, va reprendre lui-même à Rousseau. C'est le projet de la mise en place d'une société des nations. En allemand, Kant l'appelle Völkerbund. Je le note parce qu'il se trouve que lorsque sera créée la Société des Nations, qui aura une vie assez brève après la Première Guerre mondiale, le nom officiel en langue allemande de la Société des Nations, ce sera Völkerbund. Donc on reprend directement à Kant l'idée et la dénomination de cette première tentative qui va, comme on le sait, très vite sombrer dans l'échec, puisque l'État qui était à l'origine de la Société des Nations, les États-Unis, ont décidé de ne pas en faire partie, et qu'ensuite, très rapidement, l'Allemagne puis l'Italie l'ont quitté, et puis bon, ça a été, à partir de 1930, évidemment, la fin de cette institution qui aura eu une vie brève et pas très glorieuse. Mais bon. La proposition de l'abbé de Saint-Pierre, reprise par Rousseau, reprise par Kant, était donc une proposition, imaginez au XVIIIe siècle, extrêmement audacieuse, à une période, en effet, où les guerres dynastiques ravageaient l'Europe, chaque souverain ayant pour but d'étendre son territoire au détriment de ses voisins et à n'importe quel prix, ou en tout cas au prix d'innombrables vies humaines. Nous savons aujourd'hui le bilan effroyable des guerres menées par Louis XIV, puis ensuite, bien entendu, par Napoléon, non seulement pour les autres, mais même pour la population de leur propre pays. Mais chez Kant lui-même, le projet comporte deux variantes, et Kant a hésité jusqu'au bout entre ces deux variantes. D'un côté, ça c'est la variante vraiment maximale du projet large, la constitution d'une république mondiale, qui réglerait évidemment ipso facto le problème des guerres entre États. S'il n'y a plus qu'un État, il n'y a plus de guerre entre États. De l'autre, version plus réduite de ce projet, à moyen terme, la mise en place
d'une société des nations, ou comme dit Kant, d'un congrès permanent des États, et là bien sûr nous pensons à l'ONU, d'un congrès permanent des États, dont le but serait non pas de fusionner les États existants en un État mondial, mais tout simplement, enfin tout simplement non, puisque ça n'était même pas réalisable, mais seulement de gérer de manière pacifique les différends survenant entre eux, selon, je cite Kant, un droit des gens, donc un droit international, concerté en commun. Mettons-nous d'accord sur des principes qui nous permettent de gérer nos différends de manière juridique et non pas de manière guerrière. Autrement dit, cette société des nations aurait pour but de mettre en place un droit international public et de veiller au respect des principes de ce droit. Alors Kant a d'abord, si on prend ces textes dans l'ordre chronologique, il a d'abord privilégié la première voie, la perspective de l'État mondial, en particulier dans le texte que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, de 1784, Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique. Dans ce texte, Kant évoque, à titre de perspective lointaine mais moralement exigible, l'instauration, je le cite, d'un État, alors État avec une minuscule, hein, le mot allemand c'est Zustand, donc c'est pas un État, une institution étatique, mais une situation. D'une situation cosmopolitique universelle qui prendrait la forme, je le cite, d'un grand corps politique futur dont le monde passé ne saurait produire aucun exemple. Il s'agirait donc d'aller, car c'est une exigence morale, vers une constitution cosmopolitique qui serait celle d'un monde juridiquement et politiquement unifié, d'un monde, ça veut dire en fait d'une Europe, puisque à l'époque, seule l'Europe est considérée comme civilisée, le reste du monde étant plutôt ce que les juristes appellent res nullius, donc des territoires à prendre en quelque sorte, puisque n'ayant pas de maître, les peuples sauvages ne pouvant pas être considérés comme des entités politiques dignes de ce nom. Kant n'a jamais totalement abandonné cette idée, cette perspective de la constitution d'un État mondial. Mais, conscient du caractère extrêmement chimérique, improbable, de l'avènement d'un tel État universel des peuples, comme il l'appelle aussi parfois, et aussi, j'y reviendrai tout à l'heure rapidement, attentif au fait qu'un État mondial pourrait aboutir, je le cite, au plus grand despotisme, puisqu'il n'aurait pas d'adversaire pour s'opposer à lui. Il finit par se résigner à ce qu'il nomme lui-même un ersatz négatif, et un tel ersatz négatif, ce serait, de son propre point de vue, une confédération d'États qui travaillerait d'un commun accord à la mise en place, je le cite, d'un droit public des peuples permettant de trancher leurs différends de manière civile, pour ainsi dire par un procès, et non de manière barbare, c'est-à-dire par la guerre. Fin de citation. On voit que ce projet correspond, au fond, ce programme est celui à la fois d'une organisation des Nations Unies et d'une Cour internationale de justice, puisque le tribunal permanent des peuples aurait pour but précisément d'arbitrer, comme en tant que tribunal, les différends et les prétentions opposées des États. Kant, qui n'était pas un rêveur, contrairement peut-être à l'abbé de Saint-Pierre, est parfaitement conscient des limites de la réalisabilité de ce programme. Il le présente lui-même, y compris dans sa version restreinte, le Congrès permanent des États, laissons de côté l'État mondial, qui alors là est une perspective dont la réalisation n'a aucune chance d'intervenir. Il présente ce projet comme un horizon devant guider l'action, autrement dit comme une norme, plutôt que comme un objectif concret. Rousseau notait déjà, c'est-à-dire qu'il y a chez Kant, y compris dans ses considérations sur la paix perpétuelle, une exigence de réalisme politique. Et
il n'est pas le seul. Rousseau, déjà, notait dans ses commentaires sur l'abbé de Saint-Pierre que le projet de l'abbé, le projet de constituer un tribunal ou une sorte de cour des États, que ce projet ne pouvait faire sens qu'à condition que l'on parvienne à faire comprendre aux puissances souveraines qu'il était de leur intérêt de favoriser ce projet, plutôt que d'attendre qu'ils l'adoptent d'eux-mêmes à la suite d'on ne sait quelle conversion simultanée, en plus, au pacifisme. Le Rousseau écrit dans ses commentaires, dans l'extrait du projet perpétuel de M. l'abbé de Saint-Pierre, il écrit « Quoi qu'il en soit des vertus des princes, parlons de leurs intérêts. » Et donc, essayons d'agir en expliquant aux États, en fait, c'est votre intérêt, ce serait votre intérêt. Parce que ça coûte cher, la guerre, non seulement en vies humaines, ça vous en fichez, mais aussi en argent, et ça vous crée des problèmes. Donc, réfléchissez, il serait de votre intérêt de mettre un terme à la situation actuelle où c'est la guerre permanente entre États pour conquérir des bouts de territoire qu'on va perdre dans la guerre suivante, etc., etc. Dans le texte sur la paix perpétuelle, Kant ajoute à cet argument réaliste, l'intérêt, une condition proprement politique. Et là, il est très audacieux. S'il est vrai que la cause principale des guerres tient au fait que ceux qui les décident ne sont pas ceux qui les financent, qui les mènent et qui en sont les victimes, seule l'adoption par tous les États ou par le plus grand nombre d'entre eux d'une constitution républicaine, en un sens très précis, permettrait une poursuite réaliste de l'objectif d'une confédération d'États enclin au pacifisme. À cette occasion, il faut préciser ce que Kant entend par république. Alors c'est justement dans ce texte sur la paix perpétuelle qu'il s'explique le plus longuement sur ce qu'il entend par république, qui n'a pas grand-chose à voir. Évidemment, ce n'est pas un hasard si Kant, en 1795, dit « la constitution de tout État doit être républicaine ». C'est juste au moment de la Révolution française ou après elle. Et donc c'est un mot qui brûle, le mot république, dans la Prusse très autoritaire et très autocratique dont Kant est un sujet, et s'emparer du mot république, même si c'est pour lui conférer un sens très spécial, quelque chose d'évidemment pas du tout innocent. Et Kant savait ce qu'il faisait, il a passé sa vie à jongler avec la censure, en essayant d'utiliser un vocabulaire acceptable pour faire passer des idées qui n'étaient pas du tout dans l'autocratie dont il était l'humble sujet, le professeur Kant. Une des grandes originalités de Kant tient à ce concept de république et au fait, si vous voulez, que dans le passage traitant de la République, dans le texte sur la paix perpétuelle, Kant explique substitue à la classification traditionnelle des régimes, depuis Platon, Aristote, Polybe, les philosophes ont distingué les régimes selon qu'un seul, plusieurs ou tous gouvernent, donc monarchie, aristocratie, démocratie, avec éventuellement une forme bonne et une forme mauvaise, donc ça fait 3 ou bien 6 régimes, si on distingue pour chacun une forme bonne, par exemple pour la monarchie, la forme mauvaise, ça sera la tyrannie. Pour l'aristocratie, ça sera l'oligarchie. Pour la démocratie, ça sera la démocratie. Bah oui, le problème des philosophes de l'Antiquité, nous n'avons qu'un seul nom, dit Platon, pour désigner la bonne forme et la mauvaise forme. Donc évidemment, l'idée que c'est toujours mauvais est implicite là-dedans. Or, Kant dit à cette classification traditionnelle, il convient plutôt de substituer une autre classification qui se fonde non pas sur l'identité des gouvernants qui gouvernent, mais sur la manière dont on gouverne. Or, dit-il, il n'y a que 2 manières de gouverner, une manière républicaine et une manière despotique. Autrement dit, Kant substitue à une philosophie politique fondée sur, accordant une priorité à la question du régime qui gouverne,
Est-ce que c'est le peuple? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est... etc. Il y substitue une autre classification. Comment gouverne-t-on? Comment gouverne-t-on? C'est ça la question décisive. Autrement dit, la République au sens de Kant n'est pas un régime, c'est une manière de gouverner. Pour aller très vite, je dirais que c'est une anticipation du concept qui apparaîtra seulement au cours du XIXe siècle d'état de droit. La République de Kant, c'est un état de droit. Un état qui accepte de se conformer à un certain nombre de normes qu'il n'est pas à son pouvoir de transgresser. Et pour revenir à notre question, Kant dit seule la République, seule une République au sens où je l'entends, peut raisonnablement accepter et vouloir être, s'inscrire dans ce projet ou ce programme de confédération pacifique des États. Pourquoi? Parce que dans une République, les représentants du peuple auront leur mot à dire sur la déclaration de guerre. Et si les représentants du peuple ont leur mot à dire, là peut-être que Kant se berçait d'illusions, eh bien on peut penser qu'ils seront moins légers que les souverains qui de toute façon, et c'est lui-même qui le dit, peuvent déclarer la guerre comme ça leur chante, puisque de toute façon, eux, ils n'en seront jamais victimes de la guerre. Eux, ils resteront dans leur palais, et d'autres se feront tuer sur les champs de bataille à leur place. C'était assez audacieux d'écrire cela, comme Kant le fait à cette époque, mais il le fait. Le despotisme, la manière despotique de gouverner, qui n'est pas forcément le fait des seules monarchies, il peut y avoir un despotisme populaire. Le despotisme conduit nécessairement à la guerre, alors que la République, c'est-à-dire, si l'on veut, l'état de droit, je cite, doit par nature incliner à la paix perpétuelle. Alors, sur ce point, il est possible que Kant ait été exagérément optimiste, ou alors, peut-être qu'on peut penser que la réalité des États actuels demeure encore assez éloignée de la constitution républicaine, au sens où Kant l'entendait. Je laisse la question ouverte. Seconde acception plus faible mais non moins novatrice de l'idée cosmopolitique, et c'est à ce propos que Kant invente le concept de droit cosmopolitique. Là, il s'agit apparemment de toute autre chose. Il s'agit de mettre en place un droit qui, dit-il, doit se borner aux conditions d'une hospitalité universelle. Il n'est plus question ici, au moins directement, d'envisager les conditions d'une disparition des guerres, que ce soit par la formation d'un État mondial ou, version plus restreinte, par la mise en place d'un congrès permanent, une société des nations qui elles-mêmes doivent être des républiques pour accepter d'entrer dans ce type d'institution. Il s'agit ici, très modestement, de définir un statut juridique minimal de l'étranger ou du métèque au sens étymologique du terme. Au sens grec du terme, le métèque, c'est celui qui réside sur le territoire de la cité sans en être membre, sans être un citoyen. Alors, pourquoi tout d'abord ce changement de niveau des considérations cosmopolitiques? La raison n'en est pas seulement le caractère irréaliste, empiriquement irréaliste de la conception cosmopolitique lourde dans ces deux variantes, la paix perpétuelle, Kant le dit lui-même, c'est un horizon très lointain, etc. Cette perspective conserve aux yeux de Kant toute sa valeur normative. Et nous devons toujours la conserver en vue. Nous devons toujours avoir pour but d'agir de telle sorte que rien dans ce que nous faisons n'entrave, à tout le moins, cette perspective de la disparition des guerres, qui reste un objectif inconditionnel de son point de vue. Mais un argument, je dirais, semi-factuel, conduit Kant à accorder une préférence, au moins tactique, à une définition plus faible, plus restreinte du cosmopolitisme. S'il est vrai que l'établissement d'un État mondial comporterait
j'y ai fait allusion tout à l'heure, le risque du plus terrible despotisme. C'est le mot même de Kant. Pourquoi? Eh bien, en raison de l'absence d'une limitation du pouvoir de cet État par celui d'autres États rivaux. Alors, on doit œuvrer non plus tant à l'institution d'une république mondiale, Weltrepublik, qu'à l'établissement de rapports de droit, aussi bien entre les États, donc avec la mise en place d'un droit international permettant d'éviter autant que possible le recours à la guerre, que entre les individus et les États, avec ce droit cosmopolitique assurant une hospitalité aux individus qui sont tentés ou contraints de s'expatrier, d'émigrer. Ainsi compris, dans cette version faible, si l'on veut, mais importante pour les individus, le droit cosmopolitique prescrit seulement les conditions dans lesquelles les individus, compris comme, là, Kant utilise une expression très intéressante, il dit comme citoyens de la Terre, Erdbürger. Nous sommes tous des citoyens de la Terre, pas des citoyens du monde. Il n'est pas question ici de république mondiale, mais nous sommes tous des habitants de la Terre. Mais il emploie le terme citoyen. Pas seulement habitants, mais aussi citoyens de la Terre. Donc, définir les conditions dans lesquelles les individus, compris comme citoyens de la Terre, et non pas comme citoyens d'un État particulier, ce qu'ils sont aussi, au moins pour certains par ailleurs, peuvent développer leurs activités en dehors de cet État dont ils sont les ressortissants, et, je le cite, entrer dans un rapport continuel de chacun avec tous les autres, consistant à se prêter au commerce réciproque. Ce droit, que Kant baptise droit cosmopolitique, n'est pas un droit d'hospitalité auquel l'individu pourrait prétendre. Car, dit Kant, on peut toujours refuser de le recevoir. On peut toujours refuser à l'étranger le droit de venir s'installer sur le territoire. Il s'agit plutôt, dit-il, d'un droit de visite, permettant à chaque homme, je le cite, de tenter de lier commerce avec les indigènes, comprenons les autochtones. Alors, deux précisions ici. Tout d'abord, commerce doit être compris en un sens très large. Entretenir commerce n'est pas seulement avoir des relations commerciales. Il s'agit du commerce entre les hommes, au sens que le terme pouvait avoir au XVIIIe siècle. Je dirais que les échanges Erasmus, du point de vue ou la coopération universitaire internationale, du point de vue de Kant, font partie de ce commercium entre les hommes. C'est évident. Donc, la question du droit cosmopolitique concerne très concrètement le statut des étudiants qui partent faire un séjour Erasmus à l'étranger. On n'est pas obligé de les accueillir, mais si on les accueille, alors ils doivent bénéficier de l'hospitalité et être traités selon des règles strictes. On s'est beaucoup interrogé sur ce que Kant visait par là, et notamment avec cette expression tenter de lier commerce avec les indigènes. S'agit-il d'une justification qui serait alors assez cynique de la colonisation? On peut le comprendre, et Kant ne l'exclut pas. Mais par ailleurs, je vais y revenir, il a des mots extrêmement durs contre la colonisation. À la limite, rien ne nous interdit, Kant ne pouvait pas y penser, mais rien ne nous interdit d'imaginer que ces textes s'appliquent aussi à une situation à laquelle Kant ne pouvait pas penser, car elle était impensable à l'époque, la situation où ce ne seraient pas les Européens qui iraient s'installer pour nouer commerce avec les indigènes, mais où ce seraient les autres qui viendraient en Europe pour nouer commerce avec les indigènes, pour y travailler, bref, les travailleurs immigrés. Évidemment, c'est quelque chose d'impensable à l'époque. Ça n'existe pas. On a tout juste ramené quelques exemplaires pour les montrer dans les cours en disant, vous avez vu, voilà un sauvage africain, voilà un Indien d'Amérique du Sud. Bon, mais ça relève du zoo plus que de la politique. Hein. Vous connaissez le texte magnifique de Montaigne là-dessus, justement. Oui.
décrit la manière dont nous percevons l'autre. On voit en tout cas, je reviens dans un instant sur cette question d'interprétation évidemment très importante. S'agit-il, lorsque Kant théorise ce droit d'hospitalité, ce droit cosmopolitique, obligeant à l'hospitalité envers l'étranger, s'agit-il de dire que finalement les colons européens doivent être bien accueillis par les indigènes, ou bien s'agit-il au contraire d'un souci avant la lettre pour le droit et le statut des travailleurs étrangers, de la main-d'œuvre étrangère immigrée. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ici, lorsque Kant théorise ce droit cosmopolitique, ce droit obligeant à l'hospitalité envers l'étranger, il n'est plus question des relations entre États, mais il s'agit de la façon dont chaque État, chaque entité territoriale, se comporte vis-à-vis de ceux qui, présents sur son territoire, ne sont pas ses ressortissants ou qui n'appartiennent pas à la même ethnie, ce que j'appelais tout à l'heure les métèques, en écartant bien entendu les connotations extrêmement négatives que ce thème a pris dans le langage de l'extrême droite au XXe siècle. Kant précise que le principe d'hospitalité tel qu'il l'entend est un principe juridique et non pas une norme morale ou philanthropique. Ce cosmopolitisme qu'il défend, ce droit cosmopolitique, n'est pas, se veut dépourvu de présuppositions éthiques, bien qu'il comporte évidemment des conséquences éthiques et des conséquences politiques. Schématiquement, on peut dire que chez Kant, ce motif cosmopolitique au sens étroit résulte de la combinaison d'un facteur géopolitique. Kant dit explicitement que la rotondité de la Terre fait que les hommes sont dans la nécessité de se rencontrer, car la Terre est finie. Donc forcément, on va rencontrer d'autres humains. Et il faut trouver des règles qui vont gérer cette rencontre, en quelque sorte. La rotondité de la Terre nous oblige à commercer avec les autres hommes, que nous le voulions ou non. Et d'autre part, deuxième argument, il y a un argument historique dont la formulation la plus connue se trouvera un peu plus tard chez Benjamin Constant. Cet argument, c'est que c'est celui de l'éviction inéluctable des nations conquérantes au profit des nations commerçantes. C'est un trait distinctif de la modernité. L'Antiquité, c'était l'ère des nations conquérantes. Aujourd'hui, le commerce a remplacé la guerre et Constant va développer ça dans le texte bien connu qui s'intitule « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes », où il explique que la liberté des modernes est une liberté qui se fonde sur le commerce, c'est-à-dire sur la coopération. Là encore, le mot commerce doit avoir un sens bien plus large que celui des activités seulement commerciales, bien que ça l'inclue aussi évidemment. Substitution à la liberté des anciens fondée sur l'héroïsme guerrier, la conquête, etc. Sparte, comme modèle de la cité victorieuse, ou Rome, l'Empire romain, vous voyez. À cela, le nouveau paradigme, c'est la Grande-Bretagne, c'est l'Angleterre, qui étend le réseau de ses navires sur le monde entier, etc., etc. La conclusion que tire Kant de ce double argument est qu'il faut reconnaître, à côté du droit étatique, c'est-à-dire, en termes actuels, du droit public interne, et du droit des gens, c'est-à-dire du droit international public, une sphère juridique autonome dont les normes encadrent le commerce entre les humains indépendamment de leur appartenance étatique. Ça m'amène à formuler une hypothèse. J'en ai déjà beaucoup discuté avec des collègues juristes, alors tous ne sont pas d'accord avec cette interprétation, mais je dirais que mon hypothèse, c'est que ce que Kant appelle le droit international,
le droit cosmopolitique est en quelque sorte l'anticipation de ce qu'on appellera plus tard, ce concept n'existe pas à son époque, et pour de bonnes raisons, le droit international privé. À savoir un droit qui, en dehors du cadre strictement étatique, règle les rapports, et notamment les rapports économiques, marchands, entre les individus ou les sociétés commerciales, je veux dire, cette fois-ci, entre les individus ou les groupements d'individus, sans que le cadre étatique soit déterminé. Mais il ne faut pas oublier que ce droit cosmopolitique concerne aussi les droits fondamentaux des individus. Ça veut dire que, d'une certaine manière, le droit cosmopolitique tel que le conçoit Kant protège les droits de l'homme, les droits fondamentaux, y compris des métèques, des étrangers séjournant, accueillis sur le territoire d'un État qui n'est pas le leur. Ainsi compris, ce que Kant appelle le droit cosmopolitique, donc le sens restreint, là on laisse de côté la perspective de l'État mondial, etc., ou même le Congrès permanent des États, on peut dire que Kant a une intuition d'avenir très très forte. Le développement des échanges, ce qu'aujourd'hui on appelle la mondialisation, implique la nécessité d'un nouveau type de droit. Et ce nouveau type de droit impliqué par un phénomène objectif, le phénomène de la mondialisation des échanges, de la généralisation du commerce entre les humains, en un sens très large, oblige à la mise en place d'un nouveau type de droit que Kant appelle droit cosmopolitique, qui va faire que j'ai des droits, même si je ne suis pas citoyen de l'État. Des droits en tant qu'homme et en tant aussi qu'agent économique, éventuellement, travailleur ou colon. Le droit cosmopolitique de Kant est une tentative géniale, car extrêmement anticipée, d'accompagner le phénomène dont on ne percevait pas encore forcément à ce moment-là, à la fin du XVIIIe siècle, l'inéluctabilité, le phénomène de la mondialisation des échanges économiques. Mais Kant, et il se montre à cet égard très lucide, il cherche aussi, avec ce droit cosmopolitique dont il énonce les principes, à prévenir les débordements, voire la sauvagerie de la mondialisation, qui a d'abord pris la forme de la colonisation. Et sur ce phénomène, alors j'ai dit tout à l'heure, est-ce que Kant est en train de nous dire que les colons ont des droits quand ils vont en Chine, en Afrique ou en Amérique, ou est-ce qu'il veut dire que, mais ça, il ne peut pas vouloir le dire tout simplement parce qu'il n'y avait pas de corrélat empirique, que si des Africains, des Sud-Américains ou des Asiatiques viennent chez nous, ils auront des droits, etc. Toujours est-il que Kant condamne avec une fermeté extrême les méfaits, non pas la colonisation, mais les méfaits de la colonisation. Il fustige par exemple, je le cite, la conduite inhospitalière des États civilisés, en particulier des États commerçants de notre continent, qui, ajoute-t-il vis-à-vis des peuples africains, américains et asiatiques, je le cite, s'abreuvent de violation du droit comme si c'était de l'eau. S'abreuvent de violation du droit comme si c'était de l'eau. En réalité, l'existence effective d'un droit cosmopolitique qui rassemblerait, je cite, les lois universelles du commerce possible, eh bien, ce serait le plus sûr garde-fou contre les abus et les crimes d'une colonisation engendrant, je le cite de nouveau, l'esclavage le plus cruel et le plus raffiné. Cette interprétation déflationniste car infrapolitique, vous voyez, là, le raisonnement ne se situe plus dans le cadre de l'État, de sa souveraineté, de ce qu'il a à faire. D'une certaine manière, on est à côté. C'est pour ça que j'ai fait un rapprochement avec le droit international privé. Cette conception, cette interprétation infrapolitique du motif cosmopolitique n'est pas incompatible avec
la conception ou l'interprétation large dont j'ai parlé d'abord. Dans un cas comme dans l'autre, lorsqu'il réfléchit sur la possibilité soit d'un État mondial, soit d'un congrès des États, j'ai essayé d'arriver jusqu'au bout quand même, d'un congrès des États gérant les différents entre eux, ou quand il s'interroge à une échelle beaucoup plus minuscule sur les droits et les devoirs des étrangers et vis-à-vis des étrangers, eh bien, dans tous les cas, le souci de Kant, et c'est vers cela que je voulais m'orienter, est de libérer les normes juridiques de la tutelle exercée sur elles par des autorités politiques qui se considèrent comme les seuls auteurs et aussi comme les seuls bénéficiaires légitimes du droit. Qu'il s'agisse du commerce d'individus qui ont en commun d'être des citoyens de la Terre, autant que des citoyens, à vrai dire des sujets de leurs propres États, ou qu'il s'agisse du codage juridique des relations internationales, le droit est rebelle à l'emprise étatique. Et c'est pourquoi, dans un des deux appendices de ce texte sur la paix perpétuelle, Kant écrit que la politique devrait toujours fléchir le genou devant le droit. En fin de compte, Kant ne choisit pas vraiment entre ces deux interprétations, inflationniste et déflationniste, forte et faible, du motif cosmopolitique. Il écrit par exemple, à la fin du second article définitif en vue, donc je dis pour ceux qui ne connaissent pas le texte, le projet de paix perpétuelle de Kant se présente dans sa forme même comme un texte de traité international, avec des articles, il y a même des articles secrets. Il y a les articles secrets, par exemple, articles secrets, les souverains, avant de faire quoi que ce soit, doivent prendre l'avis des philosophes. Mais surtout, ils ne doivent pas le dire, pour ne pas laisser comprendre qu'ils pourraient avoir été influencés par leurs propos. Mais ils doivent quand même prendre conseil auprès des philosophes, mais dans le plus grand secret. Donc le texte se présente comme un texte de traité international avec des articles publics, des articles secrets, et puis des appendices. Et dans un de ces deux appendices, à la fin du... Non, pardon, pas dans un des appendices. À la fin du second article définitif en vue de la paix perpétuelle, vous voyez, le vocabulaire même est emprunté à celui du droit international, il écrit que l'idée d'une fédération d'États ou d'une société des nations qui administrerait le droit et qui arbitrerait les contentieux entre ses membres n'est que, dit-il, un succédané de la République mondiale. Donc on voit qu'il n'a jamais abandonné vraiment cette idée que le genre humain étant un, il devrait avoir une seule expression politique. Il semble donc bien que sur le terrain du droit international, Kant observe par ailleurs très justement qu'on ne devrait pas appeler le droit international, mais on devrait l'appeler droit interétatique, puisqu'en fait, il ne règle pas les rapports entre les nations, mais entre les États. Donc le droit international, c'est un droit interétatique. Il semble donc bien que sur le terrain du droit international, et en dépit de la critique décisive que lui-même adresse à l'idée d'État mondial, le risque du despotisme, Kant n'a pas renoncé à l'idée, à titre de perspective ultime, d'une unification politique du genre humain, au moins à titre de perspective idéale. Mais, à défaut de la réalisation hautement improbable de celle-ci, l'existence d'un droit que j'appellerais para-étatique, le droit cosmopolitique, est l'indice de ce que, je cite, l'idée d'une association juridique des hommes sous des lois publiques en général excède en extension celle d'un droit strictement étatique ou interétatique. Kant, et je crois que ce n'est pas le moindre intérêt de sa pensée pour notre temps, a aperçu qu'une pensée rigoureuse du droit entraîne sans doute un dépassement du cadre statocentré qui a été celui de la philosophie moderne du droit. Nous ne devons plus penser le droit uniquement à partir de l'État et des États.
mais nous devons penser le droit, en quelque sorte, au-delà ou plutôt à côté des États. Et c'est exactement ce que fait le droit qu'il appelle cosmopolitique, qui est un droit, c'est pour ça que je l'ai qualifié de droit para-étatique. Il n'est pas au-dessus, mais il est à côté. Opéré à la fois par le bas, le droit privé, ça c'est un autre sujet, mais le droit privé chez Kant est indépendant quant à son concept du droit public. Et par le haut, le droit cosmopolitique qui définit le cadre d'un droit international privé à venir, ce débordement du cadre statocentré du droit est la condition de pensabilité, pour lui, de ce qu'il appelle un droit public des hommes en général. Le droit public des hommes en général. Et là, on voit bien que ce n'est pas des États, c'est des hommes en général. Un droit qui comprend les droits de l'homme, mais ne se restreint pas à eux, mais aussi qui rend concevable leur exigibilité des droits de l'homme. Je conclus en 2 mots. Malgré les limites historiques évidentes du propos de Kant, il envisage les conséquences positives et négatives de la colonisation du monde par l'Europe, qui en était pratiquement déjà à son terme au moment où il écrit, mais il n'envisage évidemment pas le phénomène ultérieur, qu'il n'a pas connu et ne pouvait sans doute même pas envisager, des migrations massives de ressortissants de ce qu'on appelle le tiers-monde en direction des pays économiquement développés. C'est une hypothèse qui n'est même pas concevable pour lui. Néanmoins, le droit cosmopolitique de Kant peut être compris, et en cela il nous parle toujours beaucoup, à mon sens, comme une manière audacieuse d'affronter le problème de la constitution d'une société civile mondiale. Et la société civile mondiale, c'est la véritable cosmopolis. C'est-à-dire, ce n'est pas une police au sens étatique ou politique du terme, mais c'est une cosmopolis au sens il y a de fait une société civile mondiale. Et cette société civile mondiale, c'est l'intuition de Kant, très en avance sur son époque, relève d'une autre économie normative que le droit proprement étatique, qu'il s'agisse du droit interne à chaque État ou du droit interétatique réglant les rapports entre les États. Ce que nous pouvons, à mon avis, retenir du cosmopolitisme kantien, c'est que l'espace du droit ne peut pas être exclusivement défini selon les coordonnées du monde des États. J'espère ne pas avoir été trop long. Est-ce que vous avez des questions ? J'en aurais une, mais je ne suis pas du tout spécialiste. Ça ne fait rien. De droit. Quelle est la différence en allemand entre Erdbürger et Weltbürger? Alors, en allemand, chez Kant en tout cas, il me semble, hein, il emploie une seule fois, à ma connaissance, ce terme Erdbürger. Mais quand il parle d'Erdbürger, mot à mot citoyen de la terre, c'est dans l'intention très claire de dissocier le concept de citoyenneté de son cadre étatique. Nous sommes tous citoyens de la terre en tant qu'humains, alors que Weltbürger, il désigne par là le citoyen, au sens politique du terme, d'un État mondial à venir. Le Weltbürger, c'est le citoyen du monde. Mais, vous voyez, en fait, quand Kant parle d'Erdbürger, je crois que ça correspond à ce qu'on appellera plus tard citoyen du monde. Lorsque ça deviendra une revendication politique, moi je ne suis pas d'abord citoyen français ou citoyen, je suis un citoyen du monde. Et ça correspond, je pense, non pas au concept de Weltbürger, mais encore plus au concept d'Erdbürger. En tant qu'humain, en tant qu'habitant sur la terre, qui est finie, qui est ronde, et à laquelle je suis assujetti, je ne peux pas en partir. Bon.
Là aussi, Kant était tributaire de l'état des sciences de son époque. Je ne peux pas aller sur la Lune, donc je suis rivé à la Terre, et en tant que tel, je suis un citoyen de la Terre. Le Weltbürger, autrement dit, c'est la revendication d'être un citoyen du monde. Alors que quand il parle de Weltbürger, bon, tantôt ça veut dire la même chose. Je suis non seulement citoyen de la Prusse, dans son cas de la France ou de ce qu'on voudra, mais je suis aussi citoyen du monde. Mais ça veut aussi parfois dire citoyen d'une entité politique mondiale à venir pour le meilleur et peut-être aussi pour le pire. Mais oui. je ne sais pas du tout si c'est pertinent. Bon, je vais essayer. Désolée. Toute question est pertinente. Du coup, pour Kant, il va dissocier complètement le fondement du droit et de la morale, parce que pour lui, la rationalité, c'est suffisant pour justifier le choix pour la paix perpétuelle. Et en développant la raison, on va arriver à quel est le contenu pour arriver à la paix perpétuelle. Oui. C'est-à-dire, oui, il dit ceci. Il y a un grand souci chez Kant de dire nous devons autant que possible nous passer des considérations morales. Non pas qu'elles ne soient pas importantes, Kant est un grand philosophe moral, mais il doit être possible de définir, par exemple, les conditions de mise en place d'une fédération d'États, etc., sans faire appel au bon sentiment ou à la pureté morale très problématique des chefs d'État ou des souverains. Comme disait Rousseau, parlons d'abord de leurs intérêts et faisons comprendre. Donc il y a effectivement chez Kant, et notamment à la fin de sa vie, un souci extrêmement fort de dissocier le droit et la morale. Alors, et ça sera encore plus net chez le plus brillant de ses disciples, Fichte, qui écrit au début de son traité de droit naturel, donc c'est 96, c'est pratiquement en même temps que Kant publie la paix perpétuelle, et Fichte dit « il faut surtout éviter de faire du droit un chapitre de la morale ». Je pense qu'une raison, en tout cas pour Kant, de cette volonté de dissocier droit et morale tient à sa réflexion sur la Révolution française, son cours, son développement. Kant est très attentif au fait que dans la phase de la terreur, que la terreur a été d'abord et avant tout une dictature de la vertu. C'est vrai. Robespierre, comme dira plus tard Hegel, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Robespierre, mais cet homme-là a cru à la vertu. Et effectivement, si vous lisez les discours de Robespierre ou de Saint-Just, ce sont des discours moraux, empreints d'une rhétorique morale, et c'était pas, c'était pas un trompe-l'œil. Il y avait chez eux, et chez les plus radicaux des révolutionnaires français, cette idée que l'enjeu de ce qu'ils faisaient était véritablement la régénération morale du genre humain. Il s'agissait d'un combat pour la réalisation du bien et de la vertu. Sans arrêt, Robespierre, le mot vertu intervient sans arrêt dans tous les discours de Robespierre, et c'est pas de l'hypocrisie, ou je sais pas, il y a une conviction profonde du fait que la politique doit être absolument placée sous le couvert de la morale. Et ça conduit à une politique de la terreur. Et je pense que Kant, témoin passionné des événements de France, en tire la leçon qu'il est important de dissocier la politique et la morale. Parce que la moralisation de la politique risque toujours de conduire à la terreur. Au nom du bien, et du bien à venir de l'humanité, tout est possible. Et justement, Kant veut éviter cela, d'où son souci de déprendre la sphère des normes juridiques de l'influence de celle des normes morales. Ce n'est pas un jugement négatif sur la morale, mais
l'expression d'une volonté de dissocier absolument le droit. Bon, il y a une phrase très célèbre, c'est Kant dit même un peuple de démons, donc d'êtres ayant pour seul but le mal, hein, même un peuple de démons aurait besoin de règles juridiques. La coexistence des démons entre eux suppose des règles. Donc le droit est nécessaire, même en l'absence de toute moralité. Et en fait, qu'est-ce qui empêche que nous, en tant que société cosmopolite, on devient vraiment une société du démon cosmopolite? Pour qu'on pourrait avoir le droit au cosmopolite en étant le démon, non? Ça, c'est une question que Kant ne s'est pas posée. Alors, un pari sur le... là, pour répondre à votre question, il faudrait se tourner, mais c'est un tout autre chapitre, sur les écrits de philosophie religieuse de Kant. Parce que Kant était aussi un protestant très strict, et il a écrit un texte sur la religion, un peu avant, en 1792, dans lequel il essaye de... 93, pardon, il essaye de définir les principes d'une religion rationnelle, c'est-à-dire d'une religion qui serait capable, comment dire, qui pourrait être pratiquée ou reconnue par les adeptes des différentes religions. Une sorte de religion, oui, de religion rationnelle ou de religion raisonnable. Ça, c'est un projet propre, enfin, de beaucoup de philosophes des Lumières. Essayer de dire, bon, bah, les religions sèment la guerre, et les guerres les plus atroces, les guerres civiles. Donc, il faut essayer, déjà Spinoza est un des premiers à avoir développé cette idée, il y a un noyau rationnel commun à toutes les religions, et si on met en exergue ce noyau rationnel commun, il y a possibilité de s'entendre plutôt que de tenter de s'exterminer, comme les protestants et les catholiques l'ont fait à un certain moment, plus tard d'autres oppositions, et aujourd'hui encore. Donc Kant est tout à fait dans ce mouvement propre à la philosophie des Lumières, de dépassement du confessionnalisme religieux, avec les conséquences terribles qu'il peut avoir, puisque au nom de la religion, on ne peut que vouloir exterminer les méchants, les incroyants, ou les mauvais croyants, etc. etc. Et nous avons des morales de croire, et c'est là que j'en reviens à votre question, au triomphe final du bon principe sur le mauvais principe. C'est comme ça qu'ils les appellent. Il y a une aspiration morale inscrite dans le genre humain, et cette aspiration morale fait que nous devons espérer et travailler à ce que, dans une perspective indéfinie ou infinie de temps, le bon principe l'emporte sur le mauvais principe. Avec comme conséquence dans le domaine politique, par exemple, nous devons œuvrer à la disparition des guerres et surtout à la disparition de la représentation selon laquelle la guerre serait un moyen normal de régler nos différends. Que la guerre nous devienne anormale, c'est un but auquel nous devons tendre.